Bienvenue dans Nada to Data, le premier épisode de cette saison 2. Tu sais, la plupart des podcasts ne dépassent pas la dizaine d'épisodes. Alors, je suis vraiment fière d'être encore là, après une première saison de 9 épisodes, et de pouvoir repartir avec toi pour cette nouvelle saison. Cette saison, il y aura de nouveaux invités, évidemment, et toujours cette volonté de créer des ponts entre la France et le Québec, de faire dialoguer des approches, les expériences et d'entendre des voix différentes, venues de parcours et de projets tout aussi variés. Parce que oui, la donnée, ce n'est pas une fin en soi. Et comme me l'a rappelé Laetitia Pouy dans un épisode de la saison 1, la donnée seule ne dit rien. Ce qui compte vraiment, ce sont les conversations qu'elle permet d'ouvrir. Et c'est justement ces conversations-là que j'ai envie d'avoir cette saison. Des échanges ouverts, curieux et parfois inattendus qui font avancer la réflexion et qui nous rappellent pourquoi on fait ça. Alors, on y va? Alors aujourd'hui, je t'emmène un petit peu ailleurs, mais pas complètement hors cadre. Mais disons qu'on va prendre un petit pas de côté. Mon invité aujourd'hui, c'est Thibaut Paquin. Il produit des expériences immersives, il travaille avec des lieux culturels, mais aussi des lieux de loisirs. Ce qui nous rapproche, évidemment, c'est qu'on a tous les deux vécu 18 ans à l'étranger, lui en Asie et moi au Québec, avant de revenir en France avec un regard un peu différent et une envie commune. On veut ouvrir des portes, décloisonner et repenser la manière dont on utilise nos lieux et nos données. Alors oui, on parle aujourd'hui de production et je suis super contente. Merci Thibaut. Yay! Mais tu vas voir, on parle aussi de public, d'usage, de modèle et bien sûr de cette question qu'on explore ici à chaque épisode, celle de la donnée. Alors, bienvenue à Thibaut dans Nada to Data. D'abord, ma première question, évidemment, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Je disais en introduction que tu avais passé 18 ans en Asie. Et c'est long, 18 ans, je le sais ce que c'est long, 18 ans. Puis tu t'es lancé dans la production d'expériences immersives en France. C'est quoi qui t'a amené là? Bonjour Karine, merci de m'avoir. Effectivement, je suis rentré en France au moment du Covid et moi, en Asie, donc pendant 18 ans, j'ai fait beaucoup de développement hôtelier et parc d'attractions loisirs. En arrivant en France, je me suis dit: «Tiens, je vais regarder», c'était Covid, hein, donc il se passait pas grand-chose, mais je vais regarder qui fait quoi, et qu'est-ce qui peut m'inspirer? J'avais envie de ça et là, je suis tombé sur, tout un tas de gens qui créaient des expériences, super et qui avaient, finalement en commun le fait d'être immersives. Du coup, je me suis intéressé un petit peu à cette notion d'expérience immersive. J'ai regroupé ces gens, on a commencé un petit collectif et puis, de fil en aiguille, c'est devenu, aujourd'hui, JEDI, qui est une association, pour, la filière expérience immersive, dans laquelle, je suis évidemment très impliqué, en tant que fondateur et aussi où je me sens très bien parce que, comme tu le disais, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir produire des expériences immersives qui transportent, les gens dans d'autres mondes, et qui, sont des expériences qui, à mon sens, sont, inspirantes. C'est ça dont j'avais envie. Alors, quand tu me dis expérience immersive, c'est quoi exactement une expérience immersive? Si on doit faire le décodage, Bonne question, on me la pose, très souvent. Alors, ma définition et puis celle qu'on a adoptée au sein de JEDI, une expérience immersive, c'est une expérience participant, est acteur de son expérience. Donc généralement, on le transporte dans un autre monde, imaginaire ou pas, et dans ce monde, avec les règles de ce monde et tout un ensemble de choses qui sont propres à l'immersif, le participant devient acteur de son expérience. Ça peut être, sous forme numérique, ça peut être sous forme complètement, humaine, avec du théâtre immersif, par exemple. L'escape game fait partie des expériences immersives, ainsi que tout ce qui se développe aujourd'hui autour du son, son binaural, son 3D. Et donc on a voulu regrouper, tout ça sous cette notion-là d'expérience immersive, où le participant est vraiment acteur de son expérience. C'est pas simplement une interaction, il est acteur, il a un pouvoir, sur son expérience.
Ce que je trouve fabuleux dans ce que tu dis, c'est que ça va vraiment toucher des publics très, très différents. C'est sûr que moi, je suis beaucoup dans les organismes culturels, je suis beaucoup avec, les salles, les musées, mais toi, tu vas toucher un public énorme avec l'immersif, tu vois? C'est pas juste un type de public. C'est ouais, c'est très grand public et ça concerne effectivement, plusieurs secteurs, qu'on a l'habitude de cloisonner, par exemple culture et loisirs. Pour nous, voilà, l'immersif s'applique complètement aux 2, ainsi qu'à l'événementiel. Donc c'est plutôt une façon de penser que, un autre secteur, hein. Et nous, vraiment, on l'intègre complètement dans les industries culturelles et créatives. Pour nous, c'est vraiment un sous-secteur des industries culturelles et créatives où on va réfléchir de façon différente. On va aller utiliser tous les outils, encore une fois, digitaux, numériques ou pas, qui sont à notre disposition pour réinventer, réenchanter un peu l'expérience et vraiment mettre le participant au cœur de cette expérience. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois, aujourd'hui, en fait, on veut aller toucher notamment dans le culturel, aller chercher, des nouveaux publics ou, aller faire revenir des publics qui étaient un peu désintéressés justement de ce type d'organisation. On parle de musées, on parle de salles de spectacle parce que finalement, tu vois, comme on a aujourd'hui une concurrence de Netflix évidemment et de toutes les expériences que tu peux avoir à la maison, bah, il va falloir se réinventer pour vivre d'autres expériences ailleurs, à l'extérieur et je trouve que l'immersif, pour ça, c'est vraiment la clé. Donc il y a vraiment un lien, tu vois, avec tout ce qu'on dit et Ouais. et c'est Et vachement bien. j'irais plus loin en disant vraiment ce que l'immersif, apporte en plus, on va dire, et je trouve que c'est important de le dire au début pour clarifier, hem, c'est, le côté émotionnel, hein. Et pour moi, alors pas à 100, mais c'est quand même très important dans l'immersif, le côté collectif. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans une expérience immersive, de l'ordre d'une émotion très forte et qui est ressenti de manière collective, puisque comme les gens participent à l'expérience, sont acteurs de l'expérience, ils vont faire des choses ensemble, ils vont vivre des choses ensemble. Et moi, ce qui m'émeut le plus à la fin des expériences que je produis, c'est quand les gens ont vécu quelque chose ensemble qui va créer un souvenir pour longtemps, peut-être Mmh. pas à jamais, mais en tout cas pour longtemps. Et c'est vraiment ça qui, je pense, pour des institutions culturelles, pour des lieux, pour de l'événementiel, enfin tout un tas de choses qui ont peut-être du mal à réenchanter, à faire revenir les gens. Ce côté-là, mémoire collective, il est hyper important. Si on a une expérience dans un musée ensemble avec ses enfants, dont on se souvient 2, 3 ans après, ce musée, on en est l'ambassadeur, en fait, tu vois? Et c'est ça qui est, je trouve, qui peut vraiment, enfin, c'est ce qu'on peut apporter finalement à ces lieux-là. Mais c'est hyper pertinent, en fait, tu permets de recréer du lien. Exactement. Tu Mmh. recrées du lien et en fait, c'est un lieu finalement, on va retrouver du lien dans des endroits où on se retrouve. Se retrouver dans un musée, se retrouver Mmh. dans une salle de spectacle, se retrouver dans des endroits où finalement on ne retournait plus parce qu'on était resté un petit peu chez soi. C'est vrai que la faille du Covid a vraiment créé ça, donc l'immersif vient quelque part pallier, puis recréer une expérience que je trouvais hyper riche, quoi. Mmh. Hem, alors là, on a parlé davantage, de ce que tu faisais. Je voudrais parler des lieux, en fait. Comment, tu es accueilli dans les lieux et est-ce que tu as des exemples où l'immersif a changé quelque chose dans la façon de fonctionner ou de toucher leur public? Est-ce que tu as des exemples concrets à raconter quelque part sur qu'est-ce que tu as fait comme immersif et qu'est-ce que ça a changé dans la relation avec le public, des, heu, Ouais. des organisations? Avec plaisir. Alors, des expériences que j'ai produit, moi, je travaille plus sur, 2 typologies, celle du théâtre immersif, Mmh. où là, on vient, dans des lieux qui sont pas forcément des théâtres, qui n'ont pas forcément l'habitude d'accueillir du spectacle vivant. On vient réinterpréter des lieux avec des décors, et créer une pièce où, les participants sont complètement plongés dans l'action. Ils sont en interaction avec les comédiens. Ça, on l'a fait, dans des musées,
alors le musée Grévin, à Paris, le musée, Mayol, à Paris également, donc dans des espaces qui étaient disponibles. Alors dans les 2 cas, en fait, c'était assez amusant, c'était les anciens cafés, qui avaient fermé, après covid et qui étaient vides et dans lesquels on a proposé ces spectacles. Pour les expériences immersives type expo que je produis, là, on a essayé d'autres typologies de lieux, celles des centres commerciaux, parce que moi, ça fait longtemps, notamment venant d'Asie, que je m'intéresse au centre commercial comme lieu de vie, comme lieu aussi de culture. Et donc, j'avais envie d'essayer ces expositions dans les centres commerciaux. Et puis aussi dans des Bastille, on a fait ça dans une Bastille, donc on va dire des sites de patrimoine de petite taille qui accueillent plus ou moins du public, mais voilà, qui ont des lieux disponibles. Alors, petit bémol, en fait, je vais te décevoir un peu, mais il n'y a pas eu de véritable changement dans aucun des lieux dans lesquels on a travaillé. La collaboration a toujours été excellente. Mmh. On a créé des très belles expériences. Elles ont été très bien accueillies par les publics, mais ça n'a pas changé grand-chose. Je vais te donner l'exemple, par exemple, des centres commerciaux. Donc, on a fait 2 centres commerciaux. On a fait Nice Étoile à Nice et La Part-Dieu à Lyon, qui sont 2 centres commerciaux plutôt centre-ville, très bien fréquentés. 95% de notre clientèle venait avant, euh, c'est-à-dire réservait avant de venir. Donc vraiment, c'est nous qui sommes allés chercher les publics. Très peu d'engagement de la clientèle des centres commerciaux eux-mêmes et finalement pas de modification du comportement des visiteurs vis-à-vis du centre commercial. Parce que s'ils n'étaient pas venus au centre avant, qu'ils sont venus pour nous, ils vont pas revenir après. Donc finalement, enfin, je suis désolé de le dire, mais c'est le constat qu'on fait. Il n'y a pas eu de vrai impact et ça me désole parce que je pense que ça peut et ça doit changer. Et de même dans les musées dans lesquels on a fait du spectacle vivant, c'était considéré un peu comme quelque chose à part. D'abord parce que c'est le soir et pas la journée, donc c'est pas forcément les mêmes publics. Alors, à part au musée Grévin, où finalement ça s'inscrivait dans une volonté du directeur Yves Delomeau de varier, de faire des choses un peu plus événementielles, etc., qu'il a continué à faire après notre expérience avec la pièce qui s'appelait Apache. Mais sinon, au musée Mayol, c'est pas le cas. Par exemple, voilà, il n'y a pas eu de changement. Donc, tout ça pour en venir au fait finalement que oui, sur un plan financier et on va dire oui, d'exploitation, l'immersif va permettre d'utiliser des lieux au moment où ils ne sont pas utilisés. Et c'est les formats qu'on voit se développer en ce moment. On parlait hors antenne de l'Opéra de Paris. Il y a Fever qui vient de lancer une nouvelle série d'expériences immersives qui s'appelle Un jour à l'Opéra. Et l'idée, c'est de faire venir les gens en journée dans les opéras de France et d'ailleurs pour vivre des expériences de mapping vidéo. Donc ça vient de sortir. Clairement, là, on est dans l'utilisation d'un lieu hors moment habituel. Euh, et on peut te donner aussi le deuxième exemple, c'est Luminiscence, c'est les spectacles dans les églises de mapping vidéo avec également du son et un petit peu de spectacle vivant maintenant. Bon, clairement, ce sont des églises qui font ça pour gagner un peu d'argent quand il n'y a pas de messe ou autre, quoi. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de s'installer. Maintenant, j'attends encore la vraie synergie entre ce que l'on fait et les lieux. Et peut-être que la donnée sera une façon d'y arriver. Ben, Je fais un petit, un ouais, petit, un petit, ouais, un ouais, petit hein. tease. Non, mais évidemment, tu sais, quand même, la donnée, elle sert au bottom line à faire revenir quand même plus de revenus. Et je me dis que oui, effectivement, tu n'as peut-être pas fait
il y a peut-être pas eu des changements d'habitude ou des nouveaux publics parce que tu me parles plus de one shot. Moi, j'ai l'impression que pour le moment, l'immersif, il est vu comme un one shot et pas C'est forcément très éphémère, ouais. et Ouais. pas comme un nouveau pan de la programmation. Et en Mm. fait, moi, je pense que le vrai virage, il va être là. Ça va être quand, bah, finalement, l'immersif va faire partie intégrante des programmations, que ce soit des musées, des salles, des centres commerciaux, parce que ça, je trouve ça génial, parce que tu vas quand même rencontrer un nouveau public. Mais peut-être que ce nouveau public a besoin de temps pour se rendre compte que bah, finalement, tous les mois, il y a une expérience immersive qui est là, toujours au même endroit avec des choses un petit peu différentes. Et là, on va peut-être vraiment changer les choses. Mais je trouve que le ponctuel n'amène pas forcément de changement. Évidemment, il faut du temps. On le sait, hein. Moi, je vais parler un petit peu de marketing. Il faut qu'on markete vraiment beaucoup les choses avant que les choses changent, hein. Il faut 7 stimuli avant que quelqu'un achète un billet. Ouais. Donc, Non, mais c'est très juste. L'éphémère est à la fois notre force, hein, dans la mesure où voilà, les expériences immersives peuvent s'installer un peu n'importe où, pas toutes, mais voilà, c'est plus facile, hein, elles sont créées un peu comme ça. Mais notre grande faiblesse aussi, parce que voilà, c'est un one-shot, pas de fidélisation, et on va en revenir sûrement tout à l'heure, mais en tant que producteur, c'est l'enfer. Parce ouais. que voilà, tu fais 3 mois à Lyon, après il faut faire 3 mois à Nice, ben, tu abandonnes tout, tu recommences tout, ou tu fais comment, ou est-ce que tu fidélises justement une clientèle, essaie de revenir au même endroit. C'est pas compliqué, c'est pas facile, je veux dire, c'est assez compliqué. Ouais. C'est pas facile et je ne sais pas si ça ne dessert pas en bout de ligne le lieu qui accueille l'expérience immersive. Parce que quelque part, tu vois, s'il y a une expérience immersive qui fait partie des murs toute une saison ou une demi-saison, bah là, on commence à créer davantage du lien avec un public qui vient, qui finalement, peut-être que ça va peut-être fidéliser, ou tu vois, tu viens pour un spectacle, tu vois qu'il y a l'expérience immersive à côté, tu te dis, ah bah la prochaine fois, peut-être que je vais venir pour l'expérience Mm. immersive. On commence à amener d'autres choses, tu vois. Non, et tu as raison, parce que tu vois, l'exemple, nous, de la Bastide provençale, où on fait des expos immersives tous les hivers, ça fait 3 hivers d'affilée qu'on l'a fait. On a vraiment fidélisé une clientèle, et comme c'est un site près d'Aix-en-Provence, où il y a très belle nature et un barrage à visiter, en fait, on travaille avec ce barrage et du coup, on devient un élément de programmation presque pour ce barrage qui, chaque hiver, sait qu'il y a une expo. Et pour la petite anecdote, il y a des visiteurs de l'expo qui ont adoré l'endroit et qui, plusieurs mois après, ont loué l'intégralité de la Bastide pour faire leur anniversaire de mariage parce que voilà, ils avaient découvert ce lieu grâce à l'expérience immersive et ils ont fait ça. Donc, oui, je pense que ce côté, alors soit permanent, soit en tout cas régulier, c'est important. Et c'est peut-être un message pour les lieux qui nous écoutent de regarder une programmation immersive à un peu plus long terme que juste j'essaye, je fais bien une expérience immersive, j'essaye, ça marche pas, mais ça s'intègre pas forcément dans une programmation un peu plus long terme. Ouais. Oui, et puis en fait, c'est très vaste une expérience immersive dans ce que tu me dis. Donc, il peut y avoir des expériences immersives qui ne fonctionnent pas ou qui n'atteignent pas les objectifs qu'on attend, mais celle d'à côté, elle va peut-être faire plus d'effet ou va avoir plus d'impact. Donc, pour moi, c'est comme si on disait, bah, je programme un spectacle, ça n'a pas plus fonctionné, donc je ferai plus de spectacle. Ouais. Donc en Mm. fait, c'est d'élargir sa notion quelque part, mais je pense que c'est encore nouveau, hein, une programmation. Moi, ça y est, hein, je suis lancée là-dessus, hein. Une Ouais. programmation immersive. Tant il y a bien des expos permanentes dans les musées. Ouais. Donc, Ouais, non, mais c'est intéressant et je pense que la donnée, pour en revenir au sujet aussi qui est le tien, et moi je m'intéresse de plus en plus à ça, c'est la mesure de non seulement est-ce que nos expériences sont plus, mais quel est leur impact, puisque nous on essaye d'avoir des expériences inspirantes, souvent voilà, qui ont du sens, qui sont un peu transformatives parfois. En tout cas, c'est le terme qu'on utilise. Je m'intéresse en ce moment au système qui permettrait de mesurer
cet impact et d'aller plus loin finalement dans l'analyse de ces expériences, comme tu le disais, pour peaufiner et pour que chaque lieu puisse finalement se faire une meilleure idée de ce qui marche chez lui euh, et aller finalement travailler un peu main dans la main avec les acteurs et les créateurs des expériences immersives pour développer des formats aussi avec leur retour. Mais ça peut se faire avec la donnée. C'est pas juste en voyant, bah tiens, oui, ça m'a plu, ça m'a pas plu. Non. Co- Clairement, est-ce que cette expérience immersive, elle a atteint ses objectifs? Quelles sont les données? Et à partir de ça, comment est-ce qu'on teste autre chose? Et ce test aussi, il faut le calibrer, le chiffrer pour voir si on est dans la bonne direction. Enfin, tu vois. Ah ouais, mais tu sais, c'est de la dentelle à mes oreilles, ce que tu dis. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est de mesurer la transformation, parce que tu me parles d'expérience transformative. Et c'est là que c'est complexe, tu vois. Comment tu mesures une J'ai transformation? des solutions. Tu as des solutions? Comme je regarde ce sujet en ce moment, il y a deux choses qui sont assez intéressantes. Une qui est plus controverse, enfin, voilà, qui peut porter à controverse, et l'autre moins. Il y a des gens qui travaillent, et je les ai rencontrés au C2 à Montréal, un événement dont tu es forcément familière. C'est des gens qui travaillent sur la voix Mhm. et tout ce que la voix peut transmettre d'émotions, de ressentis euh, par l'analyse de l'intelligence artificielle, en fait. Et donc, tu pourrais faire parler quelqu'un quelques minutes à la fin d'une expérience et récolter suffisamment de données, peu importe ce qu'elle a dit finalement, mais juste sur le ton de la voix, etc. Et tu peux en fait faire une espèce de cartographie de l'émotion. Donc déjà, tu vois, tu as un outil qui te permet d'aller un petit peu plus loin que le simple questionnaire. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez appris quelque chose, etc. Et puis, il y a une autre façon, hein, on va peut-être y arriver un jour, hein, c'est entre guillemets d'écouter les gens sur leur réseau, etc. Donc, c'est des espèces de plugins qui permettraient, avec l'intelligence artificielle, de, euh, enfin, oui, d'espionner les gens après ton expérience pour voir est-ce qu'ils en parlent, quels mots ils utilisent, etc. Et tout ça avec l'intelligence artificielle, tu peux vraiment faire plein de choses et qui te permettent d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse, justement, de l'impact d'une expérience par rapport à un message que toi, tu avais peut-être imaginé ou voilà, des choses que tu veux mesurer, quoi. J'adore le fait qu'on puisse mesurer les intonations. D'ailleurs, Ouais, je connais une entreprise qui, eux, en fait, ils récoltent les commentaires, mais par la voix. Donc, en fait, ouais. quand tu récoltes le commentaire par la voix, ça incite beaucoup plus euh, à recommander un spectacle que quand tu tapes une petite mention et dire, ah, c'était super. Il y a pas l'intonation, et l'intonation de la voix est super importante. Ouais, moi je pense qu'il y a un truc à explorer là et j'ai un feeling qu'on on va tous y passer dans nos métiers voilà, du spectacle, de la culture, etc. Parce que c'est, comme tu l'as dit, déjà c'est beaucoup plus facile, plus naturel, hein. Et puis avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on pourra avoir des résultats beaucoup plus précis que voilà, les Google Avis où on sait que c'est quelqu'un qui t'a dit de mettre un avis très souvent, quoi. Bah, c'est pas tant, c'est oui, effectivement, quelqu'un t'a dit de mettre un avis, mais en fait, c'est quoi l'impact de cet avis? Parce que tu vois, en fait, il y a la mesure de l'impact, euh, je le trouve intéressant, c'est ce que dit la personne et comment ça influence quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que, tu sais, quand quelqu'un partage son enthousiasme par rapport à un spectacle, ben, il le partage effectivement, toi, tu es capable de mesurer, mais son enthousiasme, c'est ce qu'il va partager à la personne à côté de lui ou à la personne qu'il va voir juste après dans un café. Donc, on est capable de mesurer un petit peu à X nombre, par exemple, de personnes qui ont un commentaire enthousiasme, la portée, par exemple, qu'il pourrait avoir sur les autres par la suite. Donc, je trouve que c'est, tu sais, on est capable peut-être même de faire du prédictif. Mais là, je suis partie ailleurs, quoi. Mais je trouve ça hyper intéressant. Mais tu vois, ces données-là, euh, euh, en fait, moi, je voudrais revenir sur ton rôle de producteur parce que, donc, on a échangé un petit peu avant que toi, tu avais la data parce que tu es producteur, mais tu avais aussi la data
tu récoltais la donnée de tes événements, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais toi, tu récoltes quoi comme données principalement? Donc, qu'est-ce que tu as à ta disposition pour justement voir un petit peu les retours que tu as actuellement? Moi, je suis producteur plutôt exploitant, donc moi, j'ai toute la donnée, enfin toute la donnée, surtout celle de la billetterie, hein, qui nous intéresse. Mais effectivement, bah, d'autres producteurs n'ont pas forcément cette information et ça peut être un problème pour la raison qu'on a évoquée, à l'instant. C'est-à-dire que, les lieux ont pas forcément les mêmes, objectifs, que les producteurs, hein. Parce que, voilà, il y a la notion de public, la notion de choses qui ont été déjà mis en place depuis très longtemps sur, comment on mesure la satisfaction. Hem Et alors que le producteur, lui, ouais, il va vouloir, prendre la comment cette expérience peut se refaire ailleurs ou pas. Enfin, il y a un investissement aussi, donc elle va se faire dans un lieu, mais elle va peut-être tourner après. Donc c'est important que le producteur, il puisse comprendre, le plus de choses, possible. Hem, alors, bah, pour ça, je me rends pas compte dans quelle mesure, voilà, les lieux sont prêts à partager plus de choses, en tout cas avec les producteurs qui ne seraient pas exploitants. Bon, il y a pas mal de coproduction aussi, donc dans le cadre d'une coproduction, je pense que ça doit être possible, d'envisager dès le départ qu'effectivement, bah, la data soit partagée. Je pense que c'est important. Et puis, peut-être aussi, travailler avec les lieux sur qu'est-ce qu'on veut recueillir aussi, quoi? Est-ce que si on fait un questionnaire post, expérience, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Qui soit voilà, qui soit nourri un petit peu des 2, surtout dans le cadre d'une coproduction, quoi. Je pense qu'on a tout à apprendre, même que ce soit production ou coproduction, je pense qu'on a tout à apprendre à travailler producteur et institution ensemble. Parce que finalement, en bout de ligne, même si on n'a pas tout à fait les mêmes intentions derrière, de comprendre les intentions de l'autre, ça permet aussi, d'aller plus loin ou dans l'investigation. Et est-ce que tu as un exemple que tu voudrais partager justement de peut-être distinction entre, toi, en tant que producteur ou en tant que, tu sais, salle ou organisation, les différences de ce que vous allez rechercher dans les datas? Hem, alors moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu. J'ai entendu, à une conférence sur l'immersif qui était organisée au Musée des Confluences à Lyon, en début d'année, qui était très chouette. Le musée d'histoire naturelle de Paris qui parlait de Monde disparu, qui est l'expérience d'expédition VR, qui s'est déroulée chez eux et qui a été, le premier lieu, elle a été montrée puisqu'ils sont partenaires et coproducteurs de l'œuvre. Hem et dans ce cas-là, en fait, les études qui ont été menées après l'expérience, bah, sont vraiment, menées par l'équipe, en charge de la satisfaction des publics, hem, du musée. Et donc, la personne donnait des exemples, heu, était assez critique finalement par rapport à l'expérience, quand elle est mesurée avec, une étude voilà, classique, du musée. Je peux pas te donner, j'ai plus en tête exactement les questions, mais moi, en tant que producteur, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, quoi, je c'est c'est pas du tout des questions qui m'intéressent». Et je comprends de la part du musée, qui a voilà, l'objectif de faire, venir le plus de monde possible, d'être très ouvert, accessible et cetera. Et moi, j'aurais voulu voir, plein d'autres choses, quoi, dans ce questionnaire, mais voilà. Mmh. Est-ce que tu as un exemple de question que tu aurais voulu voir dans ce questionnaire? Bah, moi, j'ai comme je le disais, tout à l'heure, l'aspect collectif, d'une expérience, je trouve très important. Donc oui, moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé
dans une fratrie, qu'est-ce qui s'est passé au sein de la famille dans cette expérience, comment elle a été vécue. Parce que pour moi, plus j'ai d'informations là-dessus, plus j'arrive à faire des expériences réussies en termes de, voilà, de collectif, plus elles seront fortes. Et donc ça, c'est voilà, c'est un aspect du retour que j'aimerais bien avoir. Et je pense que on peut l'avoir par la voix, hein, comme on le disait tout à l'heure. Moi, ça m'arrive de me poster à la sortie d'une expérience immersive sans que les gens sachent que je sois le producteur et écouter les premières réactions des gens. Parce que souvent, quand ils sortent, surtout d'un espace qui est vraiment cloisonné, noir, un peu, on est un peu dans un autre monde, quoi. Donc, on ressort dans le monde. Et là, on écoute les premières réactions des gens. Ça n'a pas de prix, quoi. Parce que en fait, ce qui sort en premier, enfin, c'est entre guillemets la vérité. Tu vois, du coup, quand tu as le petit gamin qui dit waouh, c'était génial, bon, bah voilà, tu as compris. Et que tu as le père qui te dit alors, ça t'a plu, tu es content. Euh, Tu sens que ils ont fait ça pour leur enfant, que l'enfant a kiffé, et tu vois tout de suite si le parent, lui, il a kiffé aussi. Et c'est génial, quoi. Et là, tu te dis, c'est bon, j'ai atteint mon objectif, quoi. Oui, en fait, ce que tu veux mesurer avec ça, c'est la connexion. Ouais, exactement. Ouais. Alors que finalement, un questionnaire de satisfaction ne va pas évidemment mesurer cette connexion-là. Est-ce que Elle est quand tu as difficile, été ouais. dans cette expérience, bah, c'est difficile à mesurer, c'est très Mm. dur à mesurer. Mais je trouve que en fait, tu apportes de super bonnes pistes là-dessus. Et pour moi, c'est autant du côté finalement de la salle qui reçoit, du lieu qui reçoit, que de ton côté. Pour moi, cette connexion-là, elle n'a pas de prix, quoi. Ouais. Mais Euh, pour ça, il faut qu'on arrive aussi, il faut que ce soit un objectif commun avec le lieu, tu vois, et qu'il y ait vraiment un vrai travail d'échange au début. Voilà, moi, je crée cette expérience immersive. Mon objectif, c'est ça. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez envie d'aller explorer aussi comment vos lieux sont des lieux de connexion? Parce qu'on parle beaucoup lieu de vie, lieu de machin, oui, mais non, c'est pas, on s'en fout. Un lieu de vie, si tu veux prendre un café, tu as des milliards de choix, tu vois. Mais un lieu de connexion, un lieu où il se passe des choses, où l'histoire s'écrit, une histoire, je parle d'une histoire sociale, hein, au niveau d'un oui. groupe, bah ça, c'est important pour moi, tu vois. Et si tu peux être ça pour ton public, ils vont jamais t'oublier, ce seront des ambassadeurs à jamais. Bah, évidemment, C'est évidemment. Disney, hein, Disneyland, c'est ce qu'ils font depuis le début, et les gens, ils reviennent chaque année pour entre guillemets, revivre un moment de leur histoire collective, tu vois. Et c'est ça, en fait, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, c'est que comment on fait pour ramener ça? Alors Disney, on s'entend, c'est une machine de guerre, heu, mais comment on fait pour ramener un peu de cette connexion? C'est pas on veut pas revivre Disney dans un lieu culturel, on veut mettre cette connexion au centre Mm. du lieu culturel, ce qui est totalement différent et là, on aura gagné, quoi. Ouais. On aura gagné. Et pour moi, l'immersif est une façon de le faire, puisqu'on a des outils à dispo Ouais. pour créer ces expériences, quoi, collectives. Donc en fait, moi, ce que j'entends vraiment et puis, on en parlait déjà quand on a préparé cet épisode, c'est justement comment on se sert de ce data commun entre les producteurs et les lieux pour faire avancer quelque part cette connexion et donc ça pourrait être le lien, le liant, dans votre relation, quoi. Moi, je souhaite est-ce qu'on fait un appel aux lieux pour justement, travailler main dans la main, avec les producteurs, d'expériences immersives? Finalement, vous avez des objectifs différents, peut-être un peu mais complètement complémentaires, dans le but finalement de créer de la connexion avec du public. Ouais, connexion avec le public, connexion entre le public, hem et voilà et mettre le lieu et le contenu aussi parce que ces gens-là ne se définissent pas comme des lieux, mais comme des contenus. Mettre le lieu et le contenu au cœur de la relation humaine, tu vois? Et quand je vais à un musée, d'histoire, je vais pas juste, apprendre, voilà, l'histoire, de machin, mais je viens, la mettre au cœur d'une expérience humaine et elle va devenir lien, entre ces personnes,
où si j'y vais seul, il faut qu'il se passe quelque chose de l'ordre d'une espèce de relation, d'un dialogue. Et c'est ce que beaucoup de musées, parce que il y a des procédés immersifs qui ont été inventés par les musées. Faut pas se dire que les musées sont à la bourre, au contraire. Et il y a aussi cette relation, ce dialogue contenu visiteur qui est hyper important. Ça faut pas non plus sous-estimer. Mais le contenu dans une expérience immersive, il est aussi, c'est un des acteurs en fait, tu vois, euh, de l'expérience. Ce que j'entends en fait dans ce que tu dis, c'est que c'est plus un contenu qui est poussé, c'est une relation créée. Donc une relation, Ouais. ça va dans les deux sens, c'est pas unilatéral. Donc c'est ça qu'on essaye de mesurer, c'est ça qu'on veut avoir. Et oui, comme tu dis, des musées, enfin les musées sont quand même, le but c'est de créer des expériences, de créer de l'immersif dans les musées et puis de voir en fait comment ça peut aller dans toutes les sphères quelque part du culturel et du loisir pour amener des publics à connecter entre eux et avec le contenu de manière différente en fait. Mm. Exactement. Moi, j'ai une petite question pour toi. Il y a des lieux qui aimeraient peut-être faire de l'immersif, mais qui ont peu de moyens. Tu leur dirais de commencer par quoi? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de simple, de léger? Comment on peut commencer? Ah, complètement. C'est vraiment un état d'esprit et c'est une façon de faire. Et on commence, entre autres, avec le travail qu'on fait avec Jedi et les livres blancs qu'on publie chaque année. Commence à y avoir beaucoup de ressources, beaucoup de recettes aussi, comment on fait une expérience immersive. Mais on peut faire ça avec trois bouts de ficelle, hein. Il n'y a vraiment pas besoin. Puis, comme on l'a dit précédemment, c'est pas forcément digital, c'est pas forcément de l'artillerie lourde. Ça peut être humain. Alors, l'humain, c'est peut-être un petit peu compliqué parce que ça coûte cher, mais c'est pas forcément des acteurs. L'humain, ça peut être le participant lui-même qui, comme on le rend acteur de son expérience, c'est lui qui peut en fait devenir un peu notre acteur. Euh, et plein de petites choses. Bon, nous, nos expos immersives avec le studio Mirage Makers, elles n'ont jamais coûté plus de 20 000 balles, hein. Donc, n'importe quel musée peut faire une expo immersive s'il le souhaite, hein. C'est juste un état d'esprit et une façon de faire, quoi. Euh, C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas, c'est, en fait, on change de mindset, on change de posture, on change de position avec de l'immersif. On valorise le contenu d'une autre manière. Et c'est mm, ça qui est important. Et en fait, tu sais, ça revient un petit peu un peu au fil, à la ligne directrice de ce podcast-là. Comment on fait, compte tenu de ce qu'on a, pour faire les choses un petit peu différemment, prendre un angle pour rejoindre les publics d'une autre manière, mais les rejoindre aussi dans des lieux en fait de rencontre. Donc, je ouais. trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu aurais un petit mot avant que je passe à la conclusion? Euh, Non, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Effectivement, l'immersif, ce qui est intéressant, c'est que c'est culture, loisirs, événementiel. C'est vraiment quelque chose d'assez large. Et ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est nous, on rend le public acteur de son expérience. Donc, avant tout, nous, notre obsession, c'est le public. Euh, et donc, c'est pas l'immersif. Je fais des décors grandioses, je mets de la tech, je plonge les gens dans quelque chose parce que moi, dans ma tête, je me dis l'immersif, c'est forcément quelque chose dans lequel il faut plonger les gens. Non, en fait, c'est un travail auprès du public pour. C'est lui, le public, qu'on doit immerger. Mais c'est pas créer un environnement forcément immersif, quoi. Donc, c'est vraiment un travail au niveau du public et donc ce qu'ils disent en anglais, le UX. Il faut vraiment travailler
journey, je sais pas comment on dit en français, le cheminement tu vois, des publics et vraiment les comprendre, quoi. Et ça, je pense, c'est le langage commun qu'on va avoir avec les lieux, tu vois. Quand ils auront compris que l'immersif, c'est pas juste des décors ou de la vidéo, non. L'immersif, en fait, c'est créer quelque chose euh, pour les publics, hein, peut-être d'un nouvel ordre, hein, d'aller un petit peu plus loin, d'être plus émotionnel, d'être plus collectif et un peu transformatif, quoi. Ce que finalement, tous les lieux qui accueillent du public ont envie de faire, ne savent pas forcément comment le faire, tu vois. C'est ça, bon, on souhaite que d'avoir semé des petites graines, d'avoir donné un petit peu d'élan à travers ce que tu as partagé aujourd'hui. Hem, alors tu l'as entendu, on a parlé de production, espace, usage et petit à petit, on est arrivé à la donnée, hein. Ce que je retiens, c'est qu'il y a un vrai terrain commun à explorer entre les lieux et ceux qui produisent du contenu immersif. Ça va se faire main dans la main et cette rencontre-là, elle peut faire émerger des choses et ce qui est pertinent, c'est d'aller chercher ce terrain-là à travers les données. Ce que j'ai aimé dans cette discussion, c'était cette idée que nos lieux, nos formats, nos publics, tout ça, ça peut évoluer. Et merci Thibaut pour ce partage. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et comme toujours dans Nada to Data, l'important, c'est de déclencher l'intention et de faire le premier petit pas. À bientôt! Merci. Salut, c'est Nata to Data, le podcast de Karine Ramani. Si tu aimes, pense à t'abonner, à laisser un petit commentaire sympa et à le partager à un ami, un collègue. Peu importe tant que ça circule. À bientôt!